Bonjour à tous, Passion Immo, épisode 63. Alors aujourd'hui, mon invité c'est Eric Weiss, qui est le sympathique et charismatique président de la Fédération des marchands de biens. Donc l'immobilier et surtout l'investissement immobilier, il connaît bien, il pratique ça depuis 20 ans. Et puis, autant on a une profession marchand de biens qui avait l'habitude de travailler un peu dans le secret, qui aimait pas trop partager. C'est pas trop le cas de la nouvelle génération. On l'a vu avec des épisodes précédents où j'ai interviewé justement des marchands de biens. Et ben là, on va compléter la série avec le président de la Fédération des marchands de biens. Donc il a plein de choses à nous expliquer, à nous dire, des trucs quelque part, son analyse de la situation, et il le fait très bien, de manière très claire et très pédagogue. Passion Immo, épisode 63, c'est parti. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Alors, c'est la première fois que je suis confronté à cette situation. Je suis très heureux, mais comme la plupart de mes invités, d'avoir ce temps d'échange et de discussion avec toi. On va parler marchand de biens, mais au-delà, on va évidemment élargir le débat. Tu es toi-même marchand de biens, président aussi, c'est ça qui est intéressant, président d'un syndicat regroupant les marchands de biens. Donc, je pense qu'on a plein de choses à se dire. Alors, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs, qui ne savent pas nécessairement qui est Eric Weiss? 47 ans, 3 enfants. Je vais partir là-dedans. Non, je suis dans une première vie, donc je suis prof à l'université depuis 23 ans. Je fais énormément d'audits et de séminaires, colloques, etc. autour des marchés, alors financiers au départ, et puis j'ai dérapé un peu immobilier de plus en plus. Vraiment très immo à un moment donné. Pendant la crise de 2008, moi je me suis dit tiens, ça va dégager des opportunités. J'ai commencé à acheter des appartements statut prof, hein, comme beaucoup d'investisseurs, un premier, un deuxième, un dixième, un vingtième, un trentième. Alors c'était possible sans mettre d'apport à l'époque. On m'expliquait que comme j'avais un cash flow positif, finalement j'étais moins endetté l'appart d'après que l'appart précédent. Donc bon, c'était la belle époque, on en reparlera peut-être, mais là, Oui, tout à fait. plus un petit peu plus tendu. Et puis à un moment donné, il y avait tellement de gens qui me disaient mais comment on fait pour faire ça? J'expliquais, je faisais des grandes conférences, des choses comme ça. Et puis mais je voyais que les gens ils dégainaient pas. C'était très difficile de faire avaler cette logique. On s'est dit avec un associé qui était lui-même à l'université, il est docteur en physique des particules. Alors moi, j'ai engagé d'économie et de gestion d'entreprise, mais rien à voir. Mais enfin, on va dire qu'on était deux matheux au départ. Voilà, c'était à peu près le seul point commun, qu'on n'y connaissait pas grand-chose finalement en immobilier à part d'acheter les apparts pour les louer. Et notre avocat nous a dit, là, il faut être marchand de biens parce que sinon, ça va pas quand tu achètes pour revendre à d'autres avec une extension spéculative et une récurrence. Ouais. Tu es en grand danger de requalification. Alors bon, on a dit, OK, on va faire ce que tu as dit. Donc, on est devenu marchand de biens. On a créé notre première SARL marchand de biens, essentiellement pour acheter soit des immeubles de rapport à diviser, à refaire et redistribuer à d'autres investisseurs ou des lots d'appartements dans les logiques, pas mal d'hôtels. On a acheté pas mal d'hôtels. Alors sur des zones où le PLU évidemment permettait de construire, de faire un changement de destination. De transformer, en fait. Ouais. Voilà, transformer. Et puis voilà, donc on en a fait 10, 20, 30, on a commencé à recruter du personnel, 100, 200, 300, avec des gens. Alors, moi j'habite à Annecy depuis quand même quelques années. Paradoxalement, à Annecy, on faisait pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas assez de rentabilité locative, donc on allait chercher des immeubles un peu à droite à gauche. On se retrouvait avec un gros portefeuille de gestion locative aussi, parce que du coup, on a été obligé pour assurer la rentabilité de gérer correctement les lots qu'on avait créés finalement. Et donc, on avait créé une agence de gestion locative. Et puis, ça a beaucoup grossi. On a fait à peu près la même chose aux États-Unis parce qu'il y avait pas mal d'opportunités. On a fait à peu près la même chose en Espagne parce qu'il y avait pas mal d'opportunités. Ça va recommencer, on en reparlera si tu veux, dans 3-4 ans. Bon, pour l'instant, non, c'est un peu tôt là. Mais bon, l'histoire se répète.
Euh, Donc finalement, si je résume, tu es quelqu'un qui est tombé dans la marmite immobilière, finalement, au départ, sans trop le chercher, et puis qui a tellement plongé dedans que la marmite, elle a grossi, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on se prend au jeu parce que finalement c'est assez passionnant, surtout pour un jeune agrégé qui est censé s'intéresser à la finance. Au bout d'un moment, on se dit oh, la finance, bon, j'en ai fait des trucs avec des gens plus ou moins fréquentables, des montages financiers plus ou moins exotiques, mais l'immobilier c'est sympa parce qu'en fait on est malgré tout on reste dans le réel et on reste dans quelque chose qui est palpable quoi. Et Ouais. donc ça me plaisait beaucoup. Et puis, effectivement, faire de l'effet de levier sur de l'emprunt bancaire avec de l'immobilier. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, les catastrophistes qui disent on peut plus du tout le faire, bon, faut quand même un peu relativiser un certain nombre de choses. Hein. On en parlera peut-être quand j'expliquerai un peu comment on monte une opération de marchand. Ouais, ouais. En réalité, on peut faire de l'effet de levier. Hein. Il faut raccourcir évidemment les délais où le cash est à l'extérieur. Donc effectivement, on peut pas aborder, ça c'est sûr, les opérations de marchand comme on les abordait il y a 2 ou 3 ans. Hein, ça, quand les taux d'intérêt moyens, en tout cas pour les marchands, ont parfois triplé, voire quadruplé, hein, parce que c'est ça la réalité. On peut plus jouer avec les mêmes règles du jeu. Maintenant, ça veut pas dire que le jeu s'arrête, quoi. Donc voilà, donc en gros, 2017, le groupe Foncia, pour pas le citer, avait racheté, enfin, il y a eu tout un micmac de rachat. Bon, bref, je la fais courte, ils ont racheté notre portefeuille de gestion. Moi, je m'étais extrait de ça parce que j'estimais que je voulais me reconcentrer, bon, l'univ, voilà, être un peu plus tranquille. Et sauf que comme je suis un hyperactif, j'arrive pas à tenir en place. Alors, D'accord. j'ai tenu Alors- 6 mois à peu près. 6 mois de calme. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'est pas Ouais, c'est beaucoup. c'est à peu près ça. Et puis comme il y avait quand même beaucoup de gens autour de moi qui gravitaient dans le monde des marchands et que les très grosses fédérations, FNIM, Fédération du bâtiment, etc., avaient et ont toujours d'ailleurs des petites branches qui s'occupent des marchands, mais c'est l'épaisseur du trait à l'échelle de ces très grosses fédés. On s'est dit, de toute façon, on est déjà plus ou moins fédérés. On a créé juridiquement l'association, même si elle était de fait, hein, Mmh. avec un siège, une comptabilité, enfin, une asso. Alors on y vient justement. Alors je l'ai appelé syndicat, c'est peut-être pas un syndicat. Si, après tout, ça Alors, arrive au point de vue strictement juridique, on est en train de juridiquement. travailler la copie parce que syndicat peut aller en justice alors Ouais, que la ouais, fédération peut pas y aller. Donc là, ouais, c'est un ouais. petit détail, voilà. Donc on bosse là-dessus, mais pour l'instant, une fédération Une associative. fédération, oui. Alors Une- cette fédération, son rôle, quel est-il? Représenter, fédérer la profession, lui faire entendre une voix peut-être plus forte que qu'on on a l'habitude. C'est quoi finalement sa C'est fonction? exactement ça. C'est-à-dire que tout est parti du constat que, y compris mes collègues parfois à l'université me disaient, mais tu fais des trucs marchands de biens. Hein. On a un peu Oula, plus que marchand de sommeil, marchand de biens. oui. Enfin, on est à la limite. Hein. C'était presque suspect. Bon, après j'explique, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Et donc c'est pour ça que souvent ma griffe, enfin la griffe d'AFD, c'est le hashtag fier d'être marchand avec un point levé parce qu'on produit du logement, hein, l'air de rien, quand il y a un vieil hôtel complètement pourri qui est plus du tout aux normes et qu'un marchand le rachète et refournit du logement, même si on fait que 10 appartements dedans, c'est 10 appartements qui vont sur le marché des vrais gens qui ont vraiment besoin de logement. Hein. Mmh, mmh, Donc je trouve qu'on n'a pas à rougir de l'activité, d'où ce fameux hashtag fier d'être marchand. mmh. Et puis, c'était aussi se dire, il faut qu'on pèse dans l'écosystème parce que typiquement, énormément de marchands font des petites opérations, ce que j'appelle moi une petite opération entre 500 000 et 1 million d'euros, avec un peu de capitaux propres. Alors très souvent, en plus, les débutants se font un monde de ça. Oh là là, est-ce qu'on va avoir les sous? Est-ce qu'on va avoir les capitaux propres? En fait, ils pensent capitaux propres à mettre avant de penser quand je sécurise et je structure mon opération. Ce qui est Mmh. évidemment une erreur, faut pas faire comme ça. Mais bon, c'est normal, quand on démarre, on a souvent des réflexes d'investisseurs et il faut sortir des réflexes d'investisseurs pour passer vraiment dans notre catégorie. Mais du coup, faut être accompagné. Et le problème, c'est que des néo-marchands qui se pointaient auprès du système bancaire traditionnel, par exemple, étaient quand même relativement peu entendus. Moi-même, pour la petite histoire, hein, les débuts, ça n'a pas été évident de trouver les premières banques qui faisaient confiance. Et puis d'une manière générale, on s'est dit, bon, on n'est pas plus bête que les autres, on va créer nos propres écosystèmes.
Du coup, les crowdfunders qui se sont montés petit à petit ont rallié la cause. Alors, on a énormément de crowdfunders qui aujourd'hui sont adhérents de plein droit de l'association, sans conseil d'administration, ou en tout cas viennent à l'Assemblée générale émettre des avis. On travaille même en off sur les prix de l'argent et sur les problématiques. On a des banquiers qui sont venus nous rejoindre. Quand on monte une nuit du financement qu'on a pu le faire, effectivement, on arrive à avoir des banquiers dans la salle. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à attirer des banquiers. Parce que on a la force de frappe finalement du collectif, quoi. Parce que c'est pas un marchand qui fait 2 opérations 1 million par an qui intéresse le système financier marchand. Parce qu'en fait, nous, on dépend plutôt du même système financier que les promoteurs immobiliers. En Ouais, réalité. ouais, ouais. Alors justement, pour rester sur ce sujet quelques minutes, Ouais. t'as pas ce sentiment quand même que les marchands de biens, pendant des décennies, c'était une profession qui vivait un peu cachée, qui n'est pas trop partagée en définitive ses méthodologies, etc., et qui communiquait finalement assez peu. Ce qui fait qu'en définitive, de l'extérieur, il y avait une sorte de fantasme du marchand de biens qui était un type parfois un petit peu louche, qui arrivait comme ça, planqué, qui ressortait au dernier moment pour faire une opération. Je l'ai entendu, c'est pas ce que je pense, mais j'ai déjà entendu ce genre de choses. Mais est-ce que c'est pas finalement la faute des marchands de biens aussi d'avoir trop tardé en fait à communiquer? Ouais, mais probablement. De toute façon, c'est difficile de dire qui de la poule ou de l'œuf dans un contexte comme ça. Mais c'est évident que pendant des années, et puis surtout à l'âge d'or, nos aînés, alors je sais pas que 47 ans, mais je suis en phase de devenir moi-même un aîné, mais avait quand même une philosophie, un rapport au business marchand qui est quand même très différent de la génération qui arrive là, qui a envie de s'associer, qui a envie de partager des aventures communes. On a un nombre incalculable, d'ailleurs, on n'arrive pas à le suivre, le nombre d'associations au sens juridique du terme, qu'on peut avoir entre adhérents et membres de la fédération. Et je pense que dans ces associations, alors effectivement, ça dilue le risque. Alors effectivement, ça permet à l'un à mener un peu plus capitaux propres que l'autre, etc. Mais c'est pas que ça. C'est aussi parce que humainement, je vais y aller un peu directement, mais seul marchand dans sa jolie voiture avec ses grosses bagues, le stéréotype du marchand là qui attend que l'immeuble soit pas trop cher pour essayer de faire une très belle marge. Ben, sa vie, elle est quand même pas très très funky. Il est tout seul dans son opération. Il gère un maître d'œuvre avec qui il a des rapports probablement amicaux. Mais enfin bon, jusqu'à temps qu'il y ait un problème, auquel cas les rapports se tendent. Il travaille avec des agents immobiliers, mais les agents immobiliers, des fois, il les voit. Alors je vais être un peu dur, mais comme des espèces de prestataires de services qui sont là pour ramener l'affaire d'un côté puis la recommercialiser de l'autre, et puis bosser en gros à sa place. Et donc, tous ces rapports humains parfois un peu pas très épanouissants, je pense que la génération qui arrive là, et puis même la nôtre, celle des Quadras, Ouais. on n'a pas envie de ça, fondamentalement. Et d'ailleurs, quand la Fed a commencé vraiment, alors au début, il fallait des critères stricts, on avait dit voilà, on s'adresse quand même des marchands un peu avertis, etc. Puis après, on a dit bon, on va ouvrir même aux néo-marchands. Et on verra bien s'il y a concurrence, si on verra bien, on tirera la. Mais en fait, pas du tout. Les gens se sont adorés quand on fait des rencontres, mais les gens se font des tuyaux, des machins, même des personnes qui sont à 10 kilomètres les uns des autres. Ah oui, ouais. On ressent pas du tout ce truc d'aller chut, pas dire quelle est Ouais, la ouais, tout technique. à fait. Ouais. Ouais. Voilà, on fait une visio par mois, où on présente nos projets pour celui qui a envie, il donne l'adresse, hein. Ah Et oui, les gens ont l'adresse. Bon, ben voilà. Mais alors après, on a une charte de déontologie, évidemment. ouais. Dans cette charte, on n'est pas censé, parce qu'on a eu l'adresse dans une visio de la Fédé, essayer de lui piquer le immeuble au dernier moment. Bien d'accord, mais honnêtement, les débordements qu'on pourrait imaginer, on en a pas eu. Allez, peut-être un ou deux des trucs où on s'est dit non, là quand même, c'est un peu border. On a pris un peu l'adhérent entre quatre yeux, mais voilà, il y a pas de problème. Mais des vrais débordements ou des vraies tentatives de piquer l'affaire de l'autre et tout, moi, dans la réalité, je n'ai jamais vu. D'accord. Donc il y a une vraie transparence, il y a une vraie volonté de partager, en fait, Ah ouais, ouais, ouais. qui est contraire presque à l'idée reçue qu'on aurait pu avoir au départ. Ah, complètement, hein. Ouais. Les groupes, les échanges, quand il y a un banquier qui finit par dire oui sur typologie d'opération, il balance ça dans le groupe Facebook, les gens y réagissent en disant bah c'est génial, je vais le contacter aussi, contacte-le de ma part. Enfin,
Mmh. Non, il n'y a pas de. De toute façon, je pense que tout le monde au final a quand même intérêt à conscientiser qu'on avait intérêt à avoir une activité dont l'image devait redevenir digne, noble, enfin, au sens activité économique, c'est de l'entrepreneuriat au sens premier du terme, hein, Mmh. activité commerciale, enfin voilà. Et puis que finalement l'isolement humain ou la solitude du marchand, oui, alors il a peut-être des sous à la fin quand il est tout seul. Enfin, quand il se retourne sur, ouais, il s'est pas fait beaucoup d'amis. Mmh. C'est pas très rigolo, quoi, hein. Donc, et je pense sincèrement, la nouvelle génération, ça l'intéresse pas, ça. Elle veut vibrer dans une aventure entrepreneuriale et donc collective, par définition. D'accord. Alors, je voudrais justement, c'est un peu le prolongement, qu'on parle un peu de formation. Moi, mes étudiants, ont évidemment, on aborde de très peu ces thématiques, liées aux marchands de biens, mais ils posent énormément de questions toujours, hein. Comment on devient marchand de biens? La fiscalité, c'est comment? Comment on fait une première opération? Ils sont extrêmement curieux par rapport à ça. Mais en même temps, force est de constater que quand ils veulent se tourner aujourd'hui vers des formations ou voire des écoles qui développent des cursus, qui permettraient, de vraiment de se forger une connaissance, une expertise quand même suffisante. Soit ça court pas les rues, soit on tombe sur des formations à la con, désolé, mais qu'on va trouver sur des Instagram et cetera, de gens qui promettent la lune et cetera, qui vous promettent de devenir milliardaire en quelques jours et tout. Tu en penses quoi aujourd'hui de l'état de la formation et de l'accompagnement quand on veut devenir marchand de biens en 2023? Bah, j'en pense qu'on peut pas devenir millionnaire en 2 semaines chrono. C'est très clair. J'en pense surtout on essaye de normaliser. Alors, on est quand même, bon, c'est un secret de Polichinelle. On a fondé l'INFIM, hein, Institut Oui, national des formations immobilières et marchands, bien sûr. avec un actionnariat, pour être transparent, qui est assez diffus et qui va l'être de plus en plus, hein. Sont essentiellement, enfin, en réalité des adhérents, évidemment, de la FMDB, qui acceptent de mettre du temps et de l'argent pour commencer à développer ça. Mmh. Pour la petite histoire, les actionnaires sont non seulement mettent du temps, mais en plus ne sont pas rémunérés. Donc c'est un modèle, voilà. En tout cas pour l'instant, voilà, ça grossit. Et l'idée effectivement, c'est d'aller donc le 23 novembre. D'ailleurs, on aura quelques nouvelles validations à présenter, mais avec des titres de niveau 6 et de niveau 7, hein, qui sont des titres D'accord, NCP, donc reconnus donc comme intéressant. étant un bachelor et Oui, un master. tout à fait. Voilà. Donc ce qui va permettre en définitive à des gens qui ont fait déjà un bachelor ou une licence, d'aller sur du master pour se spécialiser Ouais, c'est ça. et ça, c'est super Et, intéressant. et Ouais. beaucoup de pros. Beaucoup de pros. Alors, les pros, dans les pros, je mets les agents immobiliers, je mets les marchands, néo-marchands qui ont fait une dizaine d'opérations, mais qui sont pas encore tout à fait, on va dire, qui ont moins l'habitude. J'y mets des investisseurs immobiliers lourds en fait, se sont quasiment professionnalisés en invest Mmh mh. et qui aujourd'hui, ne passent pas le cap parce qu'il y a plein de croyances d'ailleurs limitantes là-dedans. Puis parce qu'effectivement, il leur manque peut-être quelques fondamentaux techniques. Et puis, des gens aussi qui ont besoin de se dire qu'ils certifient un titre. Donc, le MBA, par exemple. Donc, là, vraiment, on est sur un MBA management stratégique des opérations immobilières. Donc, c'est-à-dire si c'est Mmh. large quand même. Là-dedans, avec un focus marchand évident. Mmh. Mais évidemment, un marchand, il est toujours un peu plus que marchand parce que quand il a un peu de stock, il va peut-être falloir qu'il finisse ça, qu'il le mette en LMNP et qu'il le Ouais, reprenne en USCI pour déstocker. tout à fait. Quand il y a un gros bâti qu'il faut raser parce que il y a un immeuble qui est bon et l'autre qui est au bord de l'effondrement, vous serez obligé de faire un peu de promotion. Enfin, tu vois, Mmh, mmh mh. certes, tu es obligé de toucher à d'autres périmètres, même si effectivement le périmètre premier c'est marchand, mais tu es obligé de toucher le reste, quoi. Donc, on a essayé de normaliser ça au maximum. Pas évident, c'est un travail de fond, hein, quand on Oui. commence à travailler avec des titres, etc. Donc, il y a des choses chouettes, puis il y a des choses qui sont assez contraignantes. Et c'est Mais bon, complexe, hein. Il faut s'avouer voilà. que quand on veut mettre en place un titre, Voilà. c'est quand même un sacré parcours du combattant. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, bon, quand on avait lancé cette bouteille à la mer en disant aux adhérents qui souhaitaient, bah, écoutez, les sachants, enfin, en tout cas, ceux qui ont un peu d'expérience et un peu de diplôme quand même,
On va vous proposer un truc bizarre, c'est que vous allez mettre de l'argent et travailler bénévolement. Par contre, on va essayer de faire une école un peu sérieuse. Et puis, à partir de là, bah, effectivement, on va se retrouver dans quelque chose où normalement, ça devrait être devenir une forme de référence quand même sur ce milieu-là, parce que, oui, tu l'as très bien dit, c'est-à-dire qu'on a eu quand même une déferlante, mais liée aussi au marché. Hein. On a eu un marché complètement euphorique et des taux d'intérêt délirants, hein, extrêmement bas, ce qui a créé toute une génération sur un court temps Ouais, de néo-marchands qui, en fait, n'ont pas forcément toute conscience des processus de sécurisation des opérations complètement. et qui Ouais. se sont embarqués et qui, pour certains, ont eu du succès d'ailleurs. Parce qu'en fait, évidemment, quand le marché il prend 5% et que tu payes pas l'argent, bon, même si tu as un peu de stock, même si finalement ça se revend pas, etc., au final, ça passe encore, quoi. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de crash, malgré ces fameuses Ouais, formations que tu citais tout à l'heure. ouais. Là, non, là, ce coup-ci, va falloir être un peu plus sérieux. Ouais. Eh ben justement, belle transition. On va arriver un petit peu sur l'analyse de la situation actuelle. Euh, Moi, j'ai ce sentiment parfois d'un décalage très fort entre une image médiatique parfois véhiculée, euh, certains responsables syndicaux nationaux, pas toi, mais d'autres qui décrivent une situation du logement absolument dramatique, des conditions d'octroi des crédits à terre, etc. Bon, alors sans doute qu'il y a une part de vérité, mais quand j'interroge des professionnels, des agents immobiliers notamment, ils me décrivent finalement une situation où ils constatent qu'effectivement il y a des difficultés, mais ils se disent bon, on a connu quand même des situations par moments extrêmement difficiles, et donc c'est peut-être un mauvais moment à passer, et c'est peut-être pas aussi catastrophique qu'on veut bien l'annoncer. T'en penses quoi de la situation actuelle? Alors, c'est une situation de crise. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Navré pour le son, visiblement, j'ai mon associé qui a un manque de café. Ah, Non, c'est une situation de crise. Il a besoin de café d'ailleurs à cause de ça. Non, blague à part, il est clair, alors là pour le coup, même si je remets une casquette universitaire, qu'on est dans des conditions de marché qui, on va dire, depuis un siècle à peu près, n'ont rarement, on se rapproche de conditions extrêmement dur. C'est-à-dire qu'on est quand même aux abords, et donc il y a des catastrophistes analystes, hein, mais il y en a toujours eu, hum, qui parlent de la Big One, en gros, qui serait peut-être en gestation aujourd'hui. Bon, moi, à mon avis, ouais, ça concerne que moi. On n'est pas sur la Big One. Elle aura peut-être lieu un jour. Euh, Moi, je l'estimerais plutôt dans un cycle de 14 ans à peu près. Là, c'est pas tout à fait ça. Effectivement, on est on a créé un système un peu dingue où l'argent était gratuit pour hum, des raisons assez évidentes. Hein. Quand l'économie commence à ralentir et qu'on additionne à ça un virus qui vient dire aux gens non, non, mais va pas travailler, et que malgré tout, on vient de se taper, alors en tout cas pour la France, c'est les gilets jaunes et puis quand même des tensions à hum. l'échelle mondiale de part et d'autre. Voilà, on peut pas les nier. C'est un bon moyen de laisser penser au peuple qu'il a les moyens de s'acheter des maisons, des apparts, etc., etc. Bon, là, c'est très caricatural, mais en gros, bah, on Non, mais une fait manière d'acheter donne une de paix l'argent gratuit. sociale, on peut le Voilà, résumer de voilà, cette on essaye manière. d'éteindre un petit Ouais, début d'incendie social. Et puis, on a une situation qui, effectivement, les choix des politiques, bah, à un moment donné, alors, j'aurais préféré qu'ils remontent les taux d'intérêt un peu plus rapidement, ça c'est mon avis personnel, plutôt, tu veux donc dire, ou... tirer un peu plus fort sur l'élastique. Bon, ensuite, sans surprise, si j'ose dire, quand à un moment donné, effectivement, l'inflation, qui est un phénomène totalement naturel, débarque, techniquement, il y a quand même pas 36 solutions. Donc, C'est clair. Donc, ralentir une économie, hein, alors je fais plus de cours en première année, mais bon, c'est un truc de première année, Bah oui, ouais. je fais comment? Voilà. Bon, donc effectivement,
la planche a ralenti. Et puis, ben, la conséquence, effectivement, c'est qu'on a un petit blocage système, avec peut-être aussi une légère surinterprétation. Bon, alors haute autorité, oui, mais enfin, les règlements n'ont pas changé fondamentalement. Hein. On n'a jamais dit aux banques ne prêtez plus d'argent. Oui, je suis On a d'accord juste avec dit aux toi. banques, essayez de pas faire trop n'importe quoi, parce que comme l'élastique est un peu tendu, il faudrait pas qu'il lâche d'un coup d'un seul, donc essayez de jauger l'amortisseur. Ouais. Donc après, selon les pays, selon les banques, selon l'humeur du dirigeant, eh ben, les injonctions ont été interprétées de manière plus ou moins radicale. Voilà. Et donc, effectivement, il y a quelques établissements qui ont interprété ça de Ouais. manière un peu radicale, ce qui a valu la grogne notamment de nos amis courtiers, hein, parce que forcément, quand on leur retire carrément le droit d'agir, ça provoque un peu de grogne. Et ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, je vais prendre un exemple très concret. Hum. J'étais avec un fonds d'investissement hier qui vient d'hériter pas dire de bêtises, 150 millions d'euros de la part de Citibank. Citibank, une banque américaine avec laquelle j'ai travaillé quand je faisais le montage MDB aux États-Unis. Si Citibank fait un fonds marchand en partenariat en France, c'est qu'ils pensent qu'il n'y aura pas le grand chaos, hein, parce qu'ils sont pas fous quand même. Pourquoi ils pensent qu'il n'y aura pas le grand chaos? Tout simplement parce que la France est un pays relativement bien géré. Alors, je sais bien, il y a beaucoup de fiscalité, on se plaint beaucoup, parce que le Français aime se plaindre aussi. Ça fait partie quasiment de notre culture. Mais si on prend un peu de recul, au final, il y a de la ressource financière qui fait qu'on voit bien d'ailleurs actuellement, c'est pas un effondrement des prix auquel on assiste. Pas du tout. Donc, on n'est pas dans le schéma américain. On est plutôt dans un schéma où il y a un blocage marché. Bon. Tout à fait. Et Donc, c'est puis, pas tout à fait la même chose, quoi. et si je peux me permettre, on va quand même terminer l'année à peu près à 900 000 transactions en 2023 quand même, ce qui Voilà. reste un Donc, chiffre étonnant. oui. Donc, en réalité, alors, c'est sûr que forcément, c'est un choc parce que on a tellement été habitué à une volumétrie complètement dingue. Et puis, on va pas se mentir aussi entre nous. J'espère que ça sera pas rendu public. Non, je plaisante. Non, du tout, Pour un absolument pas. podcast, c'est compliqué, mais il y a eu quand même beaucoup d'acteurs. On en parlait à l'instant, hein, des gens néo quelque chose, alors néo agents, néo voilà, qui évidemment sont venus quelque part sur le marché et on peut pas leur en vouloir parce qu'il y avait besoin, puisqu'il y avait énormément d'activités. Mais là, maintenant que le coup de frein existe, il est clair qu'un certain nombre d'acteurs vont tout simplement changer de domaine d'activité. Par contre, les acteurs qui auront été véritablement professionnalisés, qui se mettent à jour, etc. Et ma foi, on va pas dire qu'ils vont traverser la crise avec les doigts de pied en éventail, hein, mais ils seront là après. Et au moment du redémarrage, ils seront très très bien placés. Et alors, les marchands, tout particulièrement, parce qu'on est, et là je pèse mes mots, hein, je pense que de tous les acteurs de l'activité immobilière, on est probablement les moins en danger. Parce que concrètement, la différence, un constructeur, à un moment donné, il a des prix de construction. Le foncier, il dévise pas. Et, ok, il est bloqué aujourd'hui. Avoir du foncier, en tant que marchand, c'est pas évident à refourguer, mais pour autant, le prix du foncier ne dévise pas. Et par contre, le prix de la construction, il va pas non plus être divisé par deux par un effet de magie. Donc lui, c'est très dur parce qu'effectivement, quand il propose un produit fini, quelque part, le client achète son foncier. Mais bon, la construction, faut bien faire pousser. Et on voit bien que Geoxia a fait faillite, on va venir. Voilà, donc il y a des faillites en série chez les constructeurs. Et on a des conditions effectivement de marché très dures. Les promoteurs, c'est dur aussi parce que les prix pareils auxquels ils sortent les immeubles, c'est très très clair que en fait le fond de tout ça, euh, quand on y réfléchit, c'est normal les prix auxquels ils sortent les appartements. Les gens ils disent les promoteurs ils s'en mettent plein les fouilles, c'est à cause du Pinel, c'est à cause. Il y a toujours des tas de raisons. Mais enfin quand on regarde une chaîne économique d'un promoteur, aujourd'hui franchement sa marge elle est pas folle. Hein. Et Complètement. donc il peut pas dire je vais vendre les appartements à moins de 30% demain. Donc il est quand même lui aussi un peu impacté. Quant aux agents, les agents ils servent évidemment d'interface entre les acheteurs et les vendeurs. Donc de fait, eux quand le marché ralentit comme ça et qui sont 3 fois plus nombreux qu'il y a 7 ou 8 ans, c'est mécanique. Hein.
Et le marchand dans tout ça, le marchand, nous, on a une chance inouïe, c'est que on peut acheter plus bas ou en tout cas plus facilement quand justement le marché ralentit. Et donc nous, on peut impacter. Un promoteur, il peut pas impacter moins de 30% sur ses prix de construction, mais nous, on peut impacter. Alors, du moins 30, c'est difficile quand même, mais Oui, ouais. du moins 15. Si on a acheté un petit peu moins cher et qu'on a les conditions justement d'entrée et de sortie, que l'opération est bien montée, on peut sortir des prix qui redeviennent des prix de marché assez naturels et assez flexibles en réalité. Mm. Donc nous, niveau marchand, en tout cas pour ceux qui savent structurer les OP, on a un ralentissement, c'est évident. On a pas mal d'affaires ou des propositions qui ont été faites, et peut-être on va en parler après, même des renégociations sont en ce moment même un peu difficiles, un peu ardues, mais on sent aussi que ça commence à se libérer, quoi. Et puis, alors là, je vais remettre une casquette d'économiste. Il faut quand même pas oublier qu'à chaque fois qu'il y a eu de l'inflation, il y a eu des rattrapages des niveaux de rétribution moyens des individus. Alors, on ne peut que déplorer que probablement ce rattrapage va se faire en priorité sur des cadres et des cadres supérieurs où il y a des pénuries de main-d'œuvre. Donc, il est vrai que le retour au pouvoir d'achat en immobilier risque de passer par des gens plutôt fortunés. Mm. Bon, voilà, donc c'est vrai que la classe moyenne, moyenne inférieure, pour l'instant, ça va être un petit peu dur pendant encore quelques années, pour être honnête. Maintenant, le redémarrage, quand le haut commence à tracter, le reste suit aussi, hein. Donc, oui, il y a un ralentissement. Si je résume, par contre, c'est clair que ceux qui croyaient, je vais être un peu caricatural, ceux qui croyaient qu'ils allaient gagner plein de sous parce qu'ils achetaient un appartement, qu'ils y mettaient du placo, des toilettes suspendues et un très beau pot de fleurs dans le hall d'entrée, risquent d'être beaucoup déçus. D'accord. Par contre, les marchands qui montent des opérations, des vraies opérations de marchands, ma foi, ça devrait bien se passer. Comment on monte une opération de marchand de biens en 2023 par rapport à la manière dont on la montait, par exemple, il y a 5 ans? Est-ce que le paradigme a changé ou comment les choses se passent? En fait, oui, le paradigme a quand même changé, hein. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait se permettre il y a encore un an et demi, on peut plus difficilement se le permettre aujourd'hui. Donc, si je fais basique, ça donne. Les immeubles sur lesquels il y a énormément de travaux, sur des marchés qui sont pas, qui sont déjà à des 3 500 € du mètre carré, donc voilà, des marchés un peu standards. Mmh. C'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, la rénovation intérieure, si on la fait nous dans le modèle marchand, elle va coûter trop cher. Et notamment parce que c'est même pas une intention de gagner des sous pour gagner des sous. C'est juste parce que le système économique même fait qu'on doit nous faire une marge sur les travaux. Si les travaux coûtent la moitié du prix du bien et qu'on doit nous faire une marge de 15 points, on va rajouter encore 15 points sur les prix des travaux. Donc, parfois, on sort du marché. Donc, la différence, effectivement, c'est qu'on fait de plus en plus de ventes non achevées, avec simplement une redistribution d'immeubles et avec des plateaux que les particuliers qui achètent les appartements finissent eux-mêmes. Alors bien sûr, on prépare des devis, bien sûr, on peut présenter un maître d'œuvre, voilà, on peut accompagner le commercialisateur, on peut accompagner le client, mais par contre, on ne met plus à l'intérieur de l'opération les finitions en tant que telles. Parce que il y a deux raisons essentielles. La première, c'est celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que la marge sur travaux nous fait sortir du prix de marché. Ça, c'est quand même un premier élément, ce n'était pas le cas avant. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, le prix de l'argent ayant beaucoup augmenté aujourd'hui entre, on va dire, des fonds bancaires qui sont sur de l'Euribor plus 3, plus 1% de frais de dossier, plus prise d'hypothèque, plus main levée d'hypothèque, allez, soyons, on est à 10, entre 9 et 10, on sait déjà, quand on a vraiment tout mis dans l'écosystème, et des fonds alternatifs, crowdfunders, fonds d'investissement, etc., même la FNDB, on en a, mais alors, presque trop. Bon, il n'y en a jamais trop, vraiment. Mais tu sais comme moi que, en tout cas, l'argent, en tout cas, en tant que marchand, c'est plutôt du 12 ou du 15. Bon. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait les travaux et qui durent un an, on va détruire 12% de valeur. Ouais. Donc, non seulement on doit faire une marge sur les travaux eux-mêmes, mais en plus, on se retrouve à détruire par la valeur de l'argent immobilisé, soit le coût d'opportunité, soit le coût réel. Dans les deux cas, on détruit 12 de plus. Mmh. Et donc, pour se rattraper, il faut remettre des prix évidemment plus haut, hein, parce que c'est mathématique. Et à nouveau, on est hors marché.
Donc, énormément de marchands se recentrent aujourd'hui sur des découpes immeubles, donc sécurisation avec précommercialisation d'une bonne partie de l'immeuble, et là, c'est safe. Derrière, eh bien, évidemment, tentative de validation des dossiers des acquéreurs finaux pour leur propre financement, parce que ça fait partie des sujets d'actualité. Mmh. Est-ce que oui ou non, quand j'ai 50% de précommercialisation, c'est vraiment 50%, ou est-ce que c'est des réservations faites un peu À la de l'air va-vite, ouais, sympathique? comme ça. Et... Voilà. Et à partir de là, quand j'ai vraiment 50% de sécurité système et que j'ai pas mis énormément de travaux dans mon modèle, quelque part, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nombreux travaux à la fin, mais c'est plus moi qui suis le maître d'ouvrage des travaux finaux. Et donc, je peux avoir une entrée et une sortie, peut-être sur 4 mois, 5 mois, voire des fois 3 mois, des fois moins. Là, je viens d'en faire une vraiment sur beaucoup moins. Et à ce moment-là, oui, le prix de l'argent existe, mais c'est pas très impactant au final, puisqu'on stocke assez peu de temps. Donc, ce que tu viens de décrire finalement assez brillamment hein, et de manière extrêmement synthétique, je trouve que ça résume tout. J'imagine que ça a un impact sur la manière de sélectionner les biens et qu'on ne sélectionne pas les biens de la même manière qu'on le faisait il y a quelques années. Bah ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans, quand on se disait, tiens, j'ai un immeuble et puis il y a beaucoup de terrain derrière, je vais pouvoir faire 5 lots de terrain Oui, du et classique quelque l'immeuble, part, oui. Mmh. voilà, et l'immeuble couvre 20% de mon risque final, même s'il est tout vendu, on y allait. Mmh. Parce qu'on se disait, ben, même si les terrains sont à stocker pendant une durée plus longue, parce qu'on a des problèmes de permis de construire, du client final, parce que c'est plus compliqué de travailler avec des CCMistes et c'est normal, parce que bon, etc., etc. Mais on y allait quand même parce que finalement, ben, l'argent pas très très cher nous permettait de dire, bon, ben, j'ai un peu de stock, 1 an de plus, mais c'est pas grave. Là, aujourd'hui, on se pose très, très, très sérieusement la question de ne pas y aller quand il y a un schéma comme ça, ou alors de faire des précommercialisations euh, quasiment intégrales, en tout cas en couvrant une grande partie du cash-out pour être à peu près certain que l'argent revienne assez rapidement, parce que l'argent est coûteux, enfin, les raisons que j'évoquais à l'instant. Donc, je dirais que c'est pas qu'on va pas y aller, mais on va y aller avec beaucoup plus de prudence C'est ça, ouais. Mmh. qu'il y a 2 ans, quoi. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Et ça, les vendeurs ont un peu du mal à l'accepter parce que plus de prudence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut nous laisser faire les visites pour faire les pré-commercialisations. Mmh. Commencer à dire, ah ben non, je te donne pas les clés, ça part mal. Hein. Ça veut dire que quelque part, parfois, il faut accepter de renégocier. C'était le thème du séminaire de ce week-end. Hein. Renégocier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être va falloir le faire en 2 tranches. La tranche du bâti et 2 terrains, par exemple, et puis les 3 terrains où il fallait un permis d'aménager qui sont au bout, bah, ceux-là, ils seront faits dans un deuxième temps, dans 8 mois, parce qu'il faut laisser du temps là-dessus. Et ça, on n'avait pas vraiment l'habitude de le faire. C'est-à-dire que, et puis les vendeurs, les agents, les notaires, enfin tout l'écosystème n'avait pas tellement l'habitude qu'un marchand dise, ben attends, ton truc, je le prends, mais en 2 temps, quoi. Mmh. Pour autant, ben, aujourd'hui, c'est la seule façon de faire raisonnablement. Sinon, le système dysfonctionne. Très bien. Donc, Alors Éric, pour terminer, toi et moi, on a des publics souvent de jeunes devant nous, voilà, qui sont un peu avides, qui sont curieux, etc., par rapport à l'activité de marchand de biens. Je sais que l'exercice est toujours un petit peu difficile et ingrat, mais si tu devais donner 2 ou 3 conseils de base à un jeune ou un néophyte, en tout cas, qui est attiré par l'activité de marchand de biens, quel message tu lui ferais passer? bon, premier message, euh, ça, c'est presque une banalité, mais forme-toi un peu. D'accord. N'y va pas parce que tu as un master de je sais pas quoi, immobilier, etc., où vaguement l'activité a été évoquée pendant 10 heures de cours. T'es pas prêt, quoi. Voilà, ça c'est le premier message. Deuxième message, c'est pourquoi pas, même avant d'avoir créé la société, il n'y a pas besoin de l'avoir créée. De toute façon, elle pourra la cotisation. De toute façon, c'est voilà, cotisation symbolique, je dirais presque à l'association, pourra être passée en compte à futur. Viens, c'est-à-dire viens dans le sens viens fréquenter des marchands qui ont pris des bouillons, des marchands qui comprennent ce que c'est que d'avoir du stock de foncier, Mmh. ce que je Mmh. citais tout à l'heure, Ouais, ouais. Donc auprès de la fédération, en fait, auprès de hein. la fédération, voilà, viens t'aider tes guêtres, pose des questions à l'apéritif, reste le soir dîner avec nous. Hein.
Parce que à un moment donné, alors ça c'est pareil, hein, les jeunes sont bienvenus, quoi. Il y a pas, alors c'est sûr que la moyenne d'âge de la fédération est plutôt de 40 ans que de 25, on est bien d'accord, mais qu'il y ait quelques jeunes noyés dans la masse, honnêtement, les questions qu'ils vont poser, au contraire, ils trouveront des gens qui ont envie d'expliquer leur métier parce qu'ils sont passionnés. Ouais. Véritablement, voilà. Donc, avoir effectivement le bon diplôme, j'espère qu'on aura ce fameux MBA tout à fait officiel niveau 7 très bientôt. Donc ça c'est plutôt casquette infime. Et puis casquette FMDB, ben effectivement de venir tout simplement, de venir à nos visios. On a 2 visios mensuelles. Participer, voir les challenges de projet, voir les questions qui sont posées aux confrères quand ils amènent un dossier. C'est aussi une façon de faire, alors sans faire, mais d'être un peu dans le learning by doing quand même, Mm. puisqu'ils voient ce qui se passe sur le terrain et dans le réel. Et ça, à mon avis, c'est essentiel. Et après, l'autre conseil que je donnerais à ces jeunes, et peut-être même aux moins jeunes, c'est de pas partir avec des espèces de croyances limitantes qui sont tarte à la crème, voire dangereuses. Alors, il y en a une, moi, qui me plaît pas beaucoup, c'est que quasiment tous les débutants ont le réflexe de dire je vais prendre une petite affaire. Alors il y a un problème avec les petites affaires. Je m'explique. Les petites affaires, très souvent dans leur esprit, c'est parce qu'ils ont vu, je vais y aller franchement, un truc YouTube qui explique que si tu fais une très belle rénovation et que tu mets une belle baie vitrée et que tu es passé de catégorie G à catégorie B dans l'appartement, tu vas faire une plus-value. Alors, dans le climat économique immobilier actuel, je vois pas bien comment ça va se passer dans le réel. Hein. La plus-value, ça va être dur. Et s'il est scotché, oui, il va se débrouiller à faire du Airbnb à 2 balles pour essayer de joindre les deux bouts. Enfin bon, on ne sait pas quand est-ce qu'il va redémarrer. Et la rentabilité de nos activités est liée à la rentabilité sur capitaux propres investis. Donc, autant te dire que quand tu fais du Airbnb, la rentabilité sur capitaux propres investis, tu as plutôt hérité d'emmerdement qu'autre chose, quoi. Et en plus, tu es aux frontières de la légalité parce qu'on voit bien que le modèle lui-même est en train de... Bon, voilà. On ne Complètement. développe pas. C'est un autre sujet, mais C'est quand notre même, sujet. oui, mais passionnant. Hein. Et voilà, passionnant. Et effectivement, le réflexe du marchand débutant qui se dit, si je prends un petit appart, je prends pas de risque, et si ça va pas, je vais le mettre à Airbnb, purée, il part mal. Hein. Ouh là 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 là, ça va pas du tout. Donc, effectivement, un projet un peu plus ambitieux, immeuble, ça peut lui paraître gros, parce qu'en fait, il se dit, putain, il y a 5 appartements, j'ai jamais fait, etc. Mais le paradoxe, c'est que c'est moins risqué. Parce que s'il bosse avec des gens à la Fédé et qu'on s'associe ensemble, etc., déjà, il a un sachant avec lui. Hum. Il a accès au financement, ça, c'est pas un problème, puisque quand tu es avec les sachants, il n'y a plus de problème. Et puis surtout, tu peux pré-commercialiser. Ce que tu peux pas trop faire avec le fameux petit appartement bien refait avec le pot de fleurs à l'entrée. Et donc, le paradoxe, c'est qu'une affaire à 1 million très bien ficelée est immensément moins risquée qu'une affaire à 100 000 où il n'y a aucune sécurité système. Hum. Mais le réflexe naturel, c'est de dire, ouh là là, là, moi, j'ai pas le budget, donc je vais aller vers le petit appartement à 100 000 et je vais passer mes week-ends à faire du placo et du parquet flottant. Mais on gagne pas d'argent avec ça. Ouais, ouais. Et on peut pas décoller. Et au contraire, on s'enferme dans une logique où, en plus, les gars enfin, parfois, on vu des trucs où carrément on est de l'ordre du mensonge. Hein. Je vais créer une SCI, t'inquiète pas, tu l'as passé à l'IS, c'est génial, ça va aller bien, etc. Mais non, mais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, déjà, un marchand de biens, c'est pas une SCI, c'est une société commerciale. Ça démarre mal quand même. Hein. Alors après, il t'explique, ah bah oui, tu fais une holding. Alors les gars, ils se retrouvent avec une holding, une SCI en bas, n'importe quoi. La holding en haut, finalement, ça fait de la comptabilité à déclarer sur tout le reste. Pour peu qu'il ait des dettes dans les SCI en dessous, en fait, aux yeux des financeurs, il va dire, ah ouais, mais t'es quand même vachement endetté. Hum. N'importe quoi. Donc il faut au contraire cloisonner les Ouais, opérations, puis cloisonner les associés. ouais, l'art de faire compliqué quand on peut faire simple aussi, dans ce que tu décris là, Terrible. très Oui, rapidement. mais parce que les gens ont... Après, c'est humain, c'est-à-dire qu'ils se disent, si j'ai une société nanana, et c'est chouette. Et ils se disent, si je fais une petite opération, je suis en sécurité. Mais tout ça est faux. Donc, il faut briser ces croyances-là pour revenir à comment je structure de A jusqu'à Z de l'opération et comment je la sécurise. C'est ça qui est important. Le reste, les sous, ils viendront. Mais après. Très bien. Eh bien, Eric, on va conclure cette discussion que j'ai trouvée vraiment passionnante. Je note, bon, avec humour, cette image du pot de fleurs à l'entrée qui est revenue de temps en temps. Mais plus sérieusement, non, voilà, je pense qu'on a fait bien le point sur l'activité, puis les conseils à la fin, très argumentés. Donc, je te remercie infiniment et à très Avec un bientôt. plaisir. À très, très bientôt. Merci, Eric.
Passion Immo épisode 63, c'est terminé. Merci pour votre écoute. L'épisode a été un peu long, mais parce que voilà, quand on a des invités de la qualité d'Eric Weiss, il faut le laisser s'exprimer. Il a beaucoup de choses à expliquer et à argumenter, donc je pense que c'était intéressant de lui laisser développer son activité. Donc, on se dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et puis, si vous avez 30 secondes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. N'hésitez pas non plus à aller mettre quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et puis, si vous avez des questions à me poser plus directement, vous le faites via mon LinkedIn ou sur mes réseaux sociaux. Et puis, même si vous voulez contacter Eric Weiss, vous pouvez le faire directement. Je vous souhaite bonne continuation pour les jours qui viennent et à très bientôt. Au revoir.